Imaginez de vastes étendues d'herbes ondoyantes, des prairies sauvages à perte de vue, dominées par des bisons, des antilopes d'Amérique et une multitude d'oiseaux. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes aux États-Unis, et plus précisément sur les Grandes Plaines du Nord. Cette région, couvrant plusieurs millions d'hectares, est l'une des dernières prairies tempérées intactes au monde. Mais saviez-vous que ces prairies subissent une pression humaine plus forte qu'en Amazonie? Depuis 2009, c'est 14 millions d'hectares qui ont été détruits par l'agriculture intensive. Une surface équivalente à celle de la Tunisie. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces prairies ne sont pas des écosystèmes vides. Elles abritent environ 1600 variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux et 95 de mammifères. Laissez-moi vous expliquer comment l'humain a détruit ce paradis sauvage et comment il tente aujourd'hui de lui redonner vie. Pour cela, faisons un saut dans le passé et plus précisément au 19e siècle. Attirés par des promesses de terres fertiles, les colons ont commencé à labourer les champs. L'introduction des cultures transgéniques et la mécanisation ont permis de cultiver même les zones les plus reculées. En plus de détruire le jardin, les colons ont failli faire disparaître le jardinier, les bisons d'Amérique. Il est crucial de comprendre l'importance écologique de ces animaux et ça tombe bien, je vous l'explique plus tard dans la vidéo. Selon les historiens, 30 à 60 millions de bisons vivaient sur ces plaines au XVIe siècle. Et 400 ans plus tard, il n'en restait plus que 1000. Cette boucherie est la conséquence des politiques gouvernementales qui ont encouragé leur abattage. Et des hommes s'amusaient même à les abattre depuis les trains en route pour les voir tomber sur le sol. Et tout cela par intérêt financier, mais surtout dans le but de vaincre les Amérindiens en les affamant. On parle de l'un des plus grands massacres d'animaux au monde. Aujourd'hui, les Grandes Plaines continuent d'attirer de nombreux investisseurs, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui est, je vous l'accorde, plutôt ironique. Cette région surnommée l'Arabie Saoudite du vent est en train de devenir un immense champ éolien, menaçant les oiseaux et les chauves-souris restants. Cette destruction a atteint son apogée dans les années 1930 où littéralement des tsunamis de terre, connus sous le nom de Dust Bowl, ont asphyxié les États-Unis. L'impact de ces blizzards noirs a été tel que le gouvernement américain et sa population ont pris conscience que quelque chose clochait. C'est alors que la restauration des Grandes Plaines du Nord débuta. Je parle d'une restauration, mais je devrais plutôt dire les restaurations, au vu de la multitude des projets écologiques dans cette zone. Je vais m'attarder sur celles que je considère comme incontournables, mais la liste sera loin d'être exhaustive. Tout d'abord, il faut savoir qu'environ 77% des terres des Grandes Plaines du Nord sont des propriétés privées. Rien ne peut se faire donc sans l'accord des propriétaires, ce qui est un enjeu majeur pour tous les projets dont je vais vous parler. Commençons par une initiative significative mise en place par le gouvernement américain. Le Conservative Reserve Program, créé en 1985. En échange de paiements annuels, les agriculteurs laissent leurs terres en jachère pour des périodes de 10 à 15 ans. Si mes descendants en ont besoin pour vivre, c'est fini. Donc c'est une grande décision à prendre en compte, mais il faut voir cela comme quelque chose qui va aider tout le monde dans notre région à voir les animaux. Personne ne possède vraiment la terre. En 2020, plus de 8 millions d'hectares étaient inscrits dans ce programme, générant 20 milliards de dollars de revenus pour les agriculteurs américains, et soutenant 170 000 emplois. À côté des initiatives gouvernementales, des projets privés jouent également un rôle crucial. Par exemple, l'American Prairie Reserve vise à créer la plus grande réserve des États-Unis. Fondée en 2001, cette organisation rachète tout simplement des terres privées. L'objectif est double. Il faut certes restaurer les prairies, mais il faut également connecter tous ces habitats. On évite ainsi le morcellement qui était un frein dans le projet écologique de Carifan Wildwood, dont je vous ai parlé en vidéo, le lien est en description. Et qui dit terrain privé dit souvent des barrières empêchant la faune sauvage de circuler. Sauf que de nombreux animaux migrent ou parcourent de longues distances sur ces plaines. Ce programme vient donc compenser les limites du CRP, du gouvernement américain. Et il le fait bien puisqu'ils ont acheté 300 000 hectares qu'ils ont connectés à des terrains publics ou au refuge faunique national Charles Russell. Les associations jouent également un rôle crucial dans cette restauration comme WWF et leur Sustainable Ranching Initiative. Ce programme aide les éleveurs et propriétaires fonciers à prendre soin de leur pâturage. Et il a plusieurs objectifs. Protéger les prairies, adopter des pratiques de gestion durable et restaurer les terres dégradées. WWF a plus tendance à se pencher sur la pédagogie et les formations pour aider les agriculteurs à faire une transition. Et c'est plus de 1000 éleveurs qui ont adopté ces pratiques sur 2 millions d'hectares. Vous remarquerez que la plupart de ces projets ont pour but de protéger les plaines de l'activité humaine. Mais il faut considérer toute leur importance avec la dernière action, qui est la plus décisive, la réapparition des bisons d'Amérique. Les bisons sont une espèce clé de voûte. Et lorsqu'ils ont été retirés des grandes plaines d'Amérique du Nord ou de tout autre endroit où ils vivaient, ces écosystèmes se sont généralement effondrés. Pour comprendre toute l'importance de ces jardiniers, prenons les études menées à la station biologique de Konza Prairie. Les scientifiques ont comparé différentes sections de prairies allant jusqu'à 800 hectares pour savoir lesquelles étaient les plus efficaces pour aider la biodiversité. On a donc laissé paître des bisons sur la première, des vaches sur la seconde, et la troisième est restée vierge. Tous les ans, ils sont venus compter le nombre d'espèces végétales présentes dans ces différentes zones.
et cela pendant 29 années. Les conclusions sont incroyables. Là où vivent les bisons, la biodiversité a augmenté de 86%. Les bisons sont 3 fois plus efficaces pour assurer la biodiversité des hautes herbes que les vaches. Sur les surfaces vierges, 4 espèces de plantes ont fini par dominer toutes les autres. Les bisons sont donc classés parmi les animaux les plus efficaces au monde pour augmenter la biodiversité de leur écosystème. Et pour expliquer cela, les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses. Les bisons consomment une grande variété d'herbes, et via leurs excréments, ils aident à la dispersion des plantes. Ils pâturent de manière hétérogène, laissant certaines zones intactes, tandis que d'autres sont complètement nettoyées. Et enfin, ils creusent des trous avec leurs sabots, dans lesquels ils se roulent pour perdre leur fourrure. Et cela aide les oiseaux à construire des nids, et les trous deviennent des zones humides. C'est donc, via toutes ces conclusions, que les Amérindiens connaissent déjà, que les États-Unis ont décidé de s'atteler à la réintroduction du bison. Je vous ai très peu parlé des natifs, mais ils jouent un rôle crucial dans le réensauvagement des grandes plaines du Nord. Face au déclin de ces animaux, les populations autochtones ont eu la bonne idée de prélever plusieurs individus des réserves naturelles américaines pour les réimplanter sur leurs terres. Par exemple, le projet Tribal Buffalo au Texas cherche à restaurer le lien entre les Amérindiens et les bisons. Les membres de ce projet ont racheté des terres sur lesquelles ils ont réintroduit des bisons en quasi-liberté. Dans ces réserves, les humains doivent intervenir le moins possible pour aider l'animal à conserver autant que possible son caractère sauvage. Les tribus Assiniboine et Sioux de la réserve de Fort Peck ont aussi constitué leurs propres troupeaux. Elles se sont néanmoins longtemps heurtées à l'hostilité des éleveurs qui faisaient abattre les bisons à vue. Et après une lutte acharnée contre la législation anti-bison du Montana, la Cour suprême leur a donné raison. Et en 2012, le tout premier bison a été relâché. Les Premières Nations ne sont pas les seules à mener ce combat. L'American Prairie Reserve, dont je vous ai parlé plus tôt, a aussi pour but de réintroduire les bisons sur ces terres. Et c'est même l'une des initiatives qui fonctionne le mieux. C'est aujourd'hui 500 000 bisons selon WWF qui vivent aux États-Unis. Je vous rappelle qu'ils étaient moins de 1000 il y a un siècle. Et fait incroyable, le bison sauvage commence lui aussi à reprendre ses droits. J'adore personnellement la restauration des grandes plaines nord-américaines puisque ce n'est pas une volonté unique de l'État. Une multitude d'acteurs et de méthodes viennent préserver la biodiversité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si cela vous a autant passionné que moi-même, n'hésitez pas à la partager cette vidéo. Et à bientôt sur le monde de Gourdil.